cher frère Bruno Erangema, le président de la Convention de la diaspora gabonaise, de nous inviter à cet échange. Et nous remercions également ceux qui ont bien voulu accepter de venir échanger avec nous. Nous vous félicitons pour l'organisation de votre rentrée politique et ceux qui ont suivi mon parcours depuis mes premières déclarations le 30 août, au cours desquelles j'ai indiqué mes divergences avec Ali Bongo parce que tout simplement il ne voulait pas accepter le fait que ce n'est pas nous qui avions gagné les élections. J'avais indiqué clairement que je ne rentrais pas dans le camp de l'opposition parce que à mon âge et pour le temps que je fais, je ne suis plus demandeur de quoi que ce soit et que je me mettais simplement à la disposition du peuple gabonais pour faire la vérité. Vous avez sollicité que dans le cadre de l'ONG Unité, nous essayons de venir échanger avec vous sur le lobbying international. Même si nous ne sommes pas des lobbyistes en tant que tels, comme le disait tout à l'heure la jeune sœur, mais nous menons un travail qui peut être qualifié un travail de lobbying auprès de la communauté internationale. Et c'est cela peut-être sur lequel on devrait s'entretenir, étant entendu qu'il y a une étape importante qui a été franchie, c'est le vote par le Parlement européen d'une résolution qui, premièrement, reconnaît que l'élection a été, le processus électoral a été particulièrement opaque, extrêmement opaque, et en matière diplomatique, des termes de cette nature, lorsqu'ils sont utilisés, cela signifie ce que cela veut dire. Et qu'en même temps, ils estiment que les résultats sont particulièrement douteux et que cela met en cause la légitimité de M. Ali Bongo Ondimba en tant que président de la République gabonaise. C'est ce que nous nous disions déjà au niveau national et nous sommes aidés en cela par la communauté internationale, notamment l'Union européenne, mais bien qu'avant que l'Union européenne ne puisse prendre ces résolutions, ne rende son rapport, il y a eu déjà à Libreville des déclarations de la communauté internationale à travers l'ambassade des États-Unis, à travers l'ambassade de France qui a exprimé la position française, à travers le NDI qui a fait un rapport et dont le président Afrique a fait une déclaration publique, à travers également les partis politiques français, notamment les dirigeants du parti politique, le Parti socialiste français, qui ont pris position en exprimant clairement, en émettant des doutes sur la sincérité du processus électoral au Gabon, y compris aussi des dirigeants de la droite française. Il y a également eu des dirigeants allemands, dont les eurodéputés allemands John Inen, qui est l'une des têtes de proue de l'ensemble de l'observation qui a été menée et du rapport qui a été rédigé, ainsi que de la résolution qui a été adoptée dernièrement après le couac de Nairobi, où, bien malheureusement, nos frères africains ont rencontré une difficulté à s'exprimer en faveur de la démocratie au Gabon parce que les représentants gabonais, soi-disant représentant le peuple gabonais en tant que parlementaire, mais en réalité constitués essentiellement, même pas essentiellement, intégralement, de ceux qui ne représentent que les collectivités locales sans représenter le peuple parce que les seuls représentants du peuple, c'est un président de la République ou bien c'est un député. Encore que les élus locaux ne sont des représentants que des populations de leur localité d'élection. Ceci étant dit, lorsque vous nous demandez donc d'expliquer un tout petit peu qu'est-ce qu'il faut en matière de lobbying international, ce n'est pas que nous venions vous rendre compte de ce que nous avions déjà fait. Ça, c'est maintenant du domaine du passé. Qu'est-ce que nous devions tous faire ensemble? Parce que chacun, là où nous nous trouvons, nous avons la capacité de mener un travail de lobbying. Qu'est-ce que nous devrions faire ensemble, à l'international, en France, en Europe, en Amérique, en Afrique aussi, parce que l'Afrique aussi fait partie de l'international. Pour que la pression internationale s'accentue et que cette pression internationale constitue un apport important à la lutte menée par les Gabonaises et les Gabonais nous-mêmes pour faire en sorte que notre pays soit définitivement libéré de la tyrannie. C'est à cette question que je vais essayer moi de répondre pour simplement dire que la contribution de la communauté internationale à venir ne sera que fonction de la demande
de liberté et de libération exprimées par le peuple gabonais. Premièrement, on va essayer rapidement de déterminer au niveau de quels endroits nous pourrons agir à l'international et terminer pour que ces endroits qu'on doit indiquer puissent réellement fonctionner et contribuer à faire en sorte que la tyrannie se désintègre. Il nous faut particulièrement mener des actions bien ciblées au niveau de la diaspora comme au niveau du Gabon sur le terrain. Voilà un peu baliser ce que je comptais, moi, apporter comme contribution ce soir au nom de l'ONG Unité. Premièrement, les suites attendues de la communauté internationale. Il faut distinguer deux communautés internationales. Une communauté internationale qui va appliquer le droit onusien dans sa généralité, et l'autre communauté internationale qui, en appliquant le droit onusien, est tenue aussi à appliquer un droit particulier, c'est le droit de la relation Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne à travers l'accord de Cotonou. Nous allons donc commencer par l'Union européenne parce que ce sont les premiers, ce sont ceux qui dernièrement venaient de réagir. Aujourd'hui, après que le Parlement européen ait adopté la résolution dont la synthèse est connue par nous tous, on ne reviendra pas là-dessus, on n'a pas beaucoup de temps puisqu'on nous a dit que nous maintenant c'est 10 minutes. On va faire vite. Donc, après que le Parlement européen ait adopté la résolution, il reste la partie la plus difficile et la plus coriace. C'est la mise en œuvre de la résolution du Parlement européen. Et cette mise en œuvre, elle doit être sollicitée et obtenue par les services européens de l'action extérieure, qui est chapeauté, dirigé, enfin, qui est une structure technique qui travaille autour du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique européenne de sécurité et de défense. C'est une dame pour le moment qui assure le rôle de haut représentant et c'est à son niveau qu'elle doit être porteuse de propositions concrètes venant du service européen de l'action extérieure sous forme de proposition du processus de mise en œuvre de cette résolution. Et ce processus obéit à deux principales étapes. Une étape définie par l'article 8 de l'accord de Cotonou et l'autre étape définie par l'article 96 de l'accord de Cotonou. L'article 8 institue un dialogue politique entre les différentes parties à l'accord de Cotonou. Ce dialogue politique est une procédure souple qui permet à chaque partie d'échanger sur les modalités de règlement de la difficulté qui est apparue en matière notamment de la conditionnalité politique, notamment en ce qui concerne les éléments essentiels que sont l'état de droit, les droits de l'homme et les valeurs démocratiques. Nous étions même étonnés, nous, de constater la réaction épidémique de la junte au pouvoir. On ne leur demande qu'une chose, l'application de l'article 8, qui est un dialogue prévu dans l'accord, un accord qui date de 2000, qui a été révisé en 2005, qui a été révisé en 2010, et en révisant ça en 2010, on n'a mis aucune réserve. Et puis, non, ils disent, c'est une ingérence dans les affaires intérieures du Gabon. Sans être capable d'avoir ne fût-ce que la bonne foi et l'honnêteté de reconnaître que nous sommes liés par cet accord. Et que même si nous demandons aujourd'hui à sortir de cet accord, nous devrions rendre compte des effets que nous avions causés sur la base du moment où nous étions encore partis à la Convention de Cotonou. L'article 8 étant souple, l'article 96, lorsque l'article 8, le dialogue politique, ce n'est pas le dialogue d'Ali Bongo, ce n'est pas le dialogue du président élu Jean Ping, c'est le dialogue en relation avec l'Union européenne, qui doit essayer de trouver, ensemble avec les différentes parties, une position qui soit acceptable pour tout le monde. Et en la matière, on ne consulte pas seulement les représentants du pouvoir de fait, ni celui qui a été élu par le peuple gabonais et tous ceux qui l'entourent, mais on consulte aussi la société civile. C'est ça, c'était au niveau de l'article 8. Maintenant, lorsque l'article 8 ne produit pas de fait, dans le cadre de ces dialogues politiques, on passe
à une étape beaucoup plus rigoureuse, celle de l'article 96, et là il y a un processus de consultation qui est engagé. Cette consultation commence dans un délai de 30 jours après l'invitation qui est formulée par les parties concernées. Et au bout de ces 30 jours, la consultation commence, et elle doit durer un maximum de 120 jours, parce qu'on sait que la mauvaise foi aidant, il y a beaucoup de dirigeants qui peuvent faire du dilatoire, faire traîner les choses. Si au bout de 120 jours, il n'y a toujours pas de résultat, et c'est là que commence l'affaire de sanctions qui peuvent être prononcées, soit en termes de suspension de l'ensemble de l'accord, ou encore un ensemble d'abord de mesures intermédiaires, comme les sanctions ciblées ou sanctions intelligence qui visent les individus. Et ces sanctions ciblées ne vont pas seulement concerner les États membres de l'Union européenne, ça peut aussi concerner les autres États du monde libre qui ne sont pas forcément membres de l'Union européenne. Ils peuvent aussi, dans un élan de participation à l'universalité des droits de l'homme et à l'indivisibilité de ces droits, prendre aussi des mesures de sanctions ciblées. Tout cela, si ça ne marche toujours pas, c'est en ce moment que l'ensemble de la communauté onusienne est sollicitée pour faire appliquer le principe de la responsabilité internationale de protéger un peuple en danger. Et là, il faut une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies est importante parce que il est établi que lorsqu'en République démocratique du Congo, en 2006, lors des élections présidentielles en 2006 au Congo, il est établi que l'Union européenne était intervenue pour protéger Jean-Pierre Bemba lorsque les forces de sécurité et de défense régulières ont voulu attaquer le quartier général de Jean-Pierre Bemba en 2006. Ce sont les forces de l'Union européenne qui ont protégé le QG de Jean-Pierre Bemba. Mais ils ont agi dans quel cadre? Parce qu'il y avait une force européenne, EUFOR RDC, qui était envoyée à la demande de l'Union européenne dans le cadre de la politique extérieure de sécurité et défense, qui était envoyée à RDC, qui était là-bas pour protéger l'ensemble du processus électoral. Et donc, ils avaient, avant d'y aller, et c'est ce que l'Union européenne fait toujours, ils avaient sollicité et obtenu une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies sous chapitre 7. Et c'est donc ce qui leur donnait le pouvoir d'agir militairement dans un pays étranger. Nous, lorsque les élections se sont passées dernièrement à Libreville, il n'y avait pas une force internationale sur autorisation du Conseil de sécurité. Donc même la force française ne pouvait pas intervenir. Elle ne pouvait intervenir qu'au cas où les ressortissants français ou les intérêts français étaient en danger pour protéger leurs ressortissants ou les ressortissants d'autres États étrangers dans le cadre de ce qu'on appelle une intervention d'humanité, pas humanitaire mais d'humanité. Intervenir autrement, sans autorisation du Conseil de sécurité, sans une intervention d'humanité, sans une intervention humanitaire, c'est ce qu'on appelle une ingérence dans les affaires intérieures de notre État. Voilà, c'est ça la situation. Maintenant, vous savez, j'en suis conscient que la politique, c'est d'abord une affaire d'intérêt, et les relations entre États, c'est d'abord des relations d'intérêt, et même la reconnaissance d'un État n'obéit pas aux règles de droit. La reconnaissance des États, c'est une affaire discrétionnaire. Pour des raisons multiples, les uns peuvent reconnaître un bourreau, d'autres ne le reconnaissent pas. Ça, c'est en ce qui concerne ce que nous attendons de la communauté internationale extra-africaine. Mais il y a aussi l'Afrique. Nous avons l'Union africaine. Nous avons la CEAC. Nous nous rappelons que le Gabon est présent en République centrafricaine dans le cadre d'abord d'une intervention de la CEAC, d'abord la CEMAC au départ, devenue CEAC par la suite, et ensuite on a intégré maintenant la force onusienne. Mais est-ce que nous pouvons bénéficier d'un soutien de la CEAC pour le moment? Ce n'est pas évident. Mais
il ne faut pas également désespérer. Il faut mener du lobbying vers les États membres de la CAC. Ne pas avoir des a priori. Il y a également l'Union africaine. Même s'ils ont été discrets dans le cadre du rendu de leur rapport, alors que l'Union européenne est venue faire un rapport beaucoup plus solennel, en le rendant public solennellement, il y a également des actions à mener auprès des dirigeants africains pour que l'Union africaine et les différents États africains, progressivement, essayent de comprendre que la cause aujourd'hui défendue par le peuple gabonais n'est pas seulement une cause du peuple gabonais, c'est une cause des Africaines et des Africains. Et nous avons là des leviers également sur lesquels on peut puiser, notamment notre société civile peut contacter aussi la société civile de ces différents États pour essayer de faire avancer les choses. Comme le disait tout à l'heure monsieur l'autre Ali. Je sais que vous êtes tous des Ali, un ici, l'autre là-bas. Et dans le même sens, au lieu que nous croyons qu'il y aurait seulement certains d'entre nous qui aurions peut-être la possibilité de mener du lobbying à l'international, vous avez là un travail de lobbying au niveau de la diaspora à mener auprès des ambassades, des différents États membres de l'Union européenne, des États, des ambassades d'États libres. Nous avons l'ambassade des États-Unis ici. Il s'agit d'aller déposer matin, midi et soir quelques courriers, quelques pétitions, quelques interpellations pour dire la France c'est le pays des droits de l'homme, les États-Unis c'est le pays des grandes libertés. Il faudrait que vous nous aidiez à faire en sorte que nous puissions obtenir la libération du Gabon. Et sur ce premier point, je voudrais rapidement terminer pour dire le discours qu'il faut adresser aux anciennes puissances européennes et nouvelles puissances européennes. C'est de leur dire, en tant qu'anciennes puissances européennes, ils avaient le statut d'anciennes puissances européennes, esclavagistes et colonisatrices. Il y a là une occasion en or qui leur est offerte pour devenir assez rapidement de nouvelles puissances européennes libératrices de peuples opprimés d'Afrique. Et là, on amorcerait une nouvelle ère de relations partenariales entre les peuples d'Afrique et les peuples d'Europe, avec de nouveaux paradigmes, étant entendu que ces peuples d'Europe sont constitués essentiellement de jeunes intellectuels. Ces peuples d'Afrique sont constitués aussi de jeunes intellectuels. Intellectuels formés en Europe, formés en Amérique, formés partout dans le monde, branchés dans les réseaux sociaux, où tout ce qui se passe à mille lieues est suivi en direct. Je ne suis pas capable de dire en live parce que je ne sais pas parler anglais. Nous sommes dans un monde nouveau, dans une ère nouvelle. Et nous pensons que les peuples européens d'aujourd'hui et de demain ont tout à gagner à ouvrir une nouvelle page et à être perçus dans 50 ans, dans un siècle, comme étant des peuples qui ont contribué, aider les peuples africains à obtenir la libération et sortir de la tyrannie et de l'oppression qu'ils subissent de la part des tyrans africains. Rapidement, pour que tout ce travail de lobbying international fonctionne, il nous faut que nous soyons nous-mêmes les artisans de notre propre libération. Vous me direz, oui, mais monsieur Moudounga, et pourtant vous êtes le plus grand tambourineur du Parti démocratique gabonais. Oui. J'ai occupé de très hautes fonctions au sein du PDG, en tant que parti, y compris UJPDG pendant 8 ans. Un record que n'a atteint aucun autre président de l'UJPDG, même pendant le parti unique. J'ai été à la structure la plus élevée du PDG, le comité permanent du bureau politique. Il n'y avait que 18 personnes dans tout le Gabon.
2 par province, 2 mois depuis la création jusqu'à ma démission. Je vais répondre quand vous pourrez poser des questions. Mais n'oubliez pas cette question. Je ne peux pas. Donc, ils sont libres, on est en démocratie. Et je voudrais dire que tout se dépendra de la façon dont nous devrions travailler. Regardez, on a suivi toute la semaine dernière. J'ai entendu des Gabonais dire, mais comment on peut réprimer de jeunes enfants qui ne demandent qu'à obtenir le paiement de leur bourse, arriérés de bourse, et encore les bourses au pluriel, qui ne demandent qu'une chose, des meilleures conditions d'études et le retour de leurs enseignants dans les salles de classe. On les réprime avec les gaz lacrymogènes. Mais comment faire pour que ces forces de sécurité soient également poursuivies en justice? Sur ces 2 questions que les Gabonais se posaient, moi je vais vous donner 2 petites réponses pour comprendre la profondeur du problème. D'abord, les élèves à qui on interdit d'avoir droit à l'école. J'en parle en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale pendant 4 ans et demi. N'oublions pas une chose. Il y a eu les États généraux de l'éducation sous Louis Gaston Maïla en 83. États généraux de l'éducation en 2010 sous Séraphin Mounonga. États généraux de l'enseignement supérieur en 98. Je ne sais plus si c'était sous Fabien Oroneux Solo ou bien sous des prédécesseurs. Aucune résolution de ces 3 États généraux n'a été appliquée au Gabon. Mais pourquoi? Ça prouve ce que j'ai démissionné. Et les autres ont été démis. Pourquoi ce n'est pas fait? Mais tout simplement parce que Blaise Pascal avait enseigné et personne ne s'en souvient. Blaise Pascal avait dit: le savant est derrière Dieu, mais devant le roi. Un roi, c'est un tyran. Et tous les rois tyrans ont toujours proclamé une chose: au-dessus de moi, il n'y a que Dieu. Si au-dessus de lui, il n'y a que Dieu, et Blaise Pascal, lui, il a dit que le savant est derrière Dieu, c'est vrai, mais il est au-dessus du roi. Si un tyran favorise l'école dans sa tyrannie, il risque d'y avoir des savants au-dessus de lui, alors qu'il ne veut pas d'intermédiaire entre lui. C'est pour ça que, politiquement, on vous dit avancer, demandez aux techniciens de réfléchir, apportez-nous de belles conclusions, vous amenez les conclusions, la mise en œuvre n'est pas au rendez-vous. Et aucun front n'est dégagé. Les États généraux de l'éducation de 2010, du pré-primaire à l'enseignement supérieur à la recherche scientifique, jusqu'à la jeunesse et sport, et à la formation professionnelle, avaient prévu qu'il suffit de dégager, en 10 ans, 66 milliards par an. Pendant 10 ans, on réglerait beaucoup de problèmes du système éducatif gabonais. Pendant que la moyenne d'investissement en éducation en Afrique est de 17%, le Gabon n'a même pas atteint 11% jusqu'à ce jour. La raison c'est là. La deuxième chose, oui, mais pourquoi les enfants qui demandent l'éducation, ils sont réprimés par des mercenaires cagoulés, les mêmes qui sont allés réprimer les employés du pétrole, les mêmes qui ont réprimé le 31 jusqu'au 23 septembre. Pourquoi on ne les poursuit pas? Mais on ne peut pas les poursuivre au Gabon. Parce qu'en l'an 2010, il a été adopté une disposition particulièrement unique dans le Code de procédure pénale gabonais. L'article 513 du Code de procédure pénale. Faisant croire que c'est pour protéger les forces de sécurité. Mais en réalité, c'est pour protéger les mercenaires, de sorte qu'il n'y ait jamais de poursuite. Parce que, en réalité, seuls ne sont armés que les mercenaires. Vos frères et sœurs, qui sont dans les forces de sécurité et de défense, lorsqu'on les amène dans un front,
pour aller maintenir de l'ordre. Ils n'ont presque pas d'armes. Et lorsqu'ils ont des armes, ils n'ont pas de munitions. Et ils sont infiltrés par un petit groupe. Eux, ils constituent la masse. Et un petit groupe de mercenaires est chargé de les infiltrer et qui n'ont que des noms de code. Même ceux qui sont avec eux, parmi les patriotes, gens des armes, sans armes, ils ne savent pas leur vrai nom. Donc quand ils arrivent, alors que le chef même n'a pas donné l'ordre de tirer, l'ordre vient d'ailleurs, ils font le carnage, et nos frères et sœurs qui sont dans les corps n'ont qu'à assumer la responsabilité, les mercenaires, ni vus, ni connus. Et bien sûr, si on engage les poursuites judiciaires, le chef qui avait la mission de donner l'ordre risque de dire « j'ai pas donné l'ordre ». Mais alors qui a tiré si vous n'avez pas donné l'ordre? Si on ouvre une enquête, on risque de débeller les chevaux et peut-être de retrouver les mercenaires. Et à partir de ce moment, on comprendra que l'ordre est venu du recruteur des mercenaires qui est lui assis au palais du bord de mer. C'est pour cela qu'en 2010, pour protéger ces mercenaires, il a été introduit à un article 513 du Code de procédure pénale. Allez-y lire ça, vous allez comprendre que c'est une catastrophe. Et en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, je commence à répondre aux gens qui ont posé des questions. J'ai fait faire réviser et le Code pénal et le Code de procédure pénale pour enlever toutes ces aspérités. Et ça a été gardé à la Cour constitutionnelle, qui n'a pas trouvé d'éléments d'inconstitutionnalité, incapable d'en trouver, elle a préféré faire le dilatoire en s'asseyant dessous pour que les délais de ratification par l'Assemblée nationale et le Sénat puissent expirer et que les textes tombent en caducité. L'article 513 dit ceci: pour qu'un militaire puisse faire l'objet d'une instruction judiciaire, il faudrait que l'instruction soit menée par un magistrat du 7e groupe. 7e groupe, au Gabon, magistrat de l'ordre judiciaire, il n'y a que 2. Et il ne peut pas y avoir 3. Il n'y a que 2. C'est le président de la Cour de cassation et le procureur général près de la Cour de cassation. Entre les deux, qui peut être juge d'instruction? Personne. Donc, impossible de mener une instruction judiciaire. Deuxième écueil. Pour juger un militaire dans ces différentes questions-là, il faudrait que le jugement soit fait par un collège composé de 5 magistrats. Mais tous du 7e groupe. Au 7e groupe, il n'y a que 2. Et le procureur général ne peut pas juger parce que c'est une autorité de poursuite. Elle n'est pas une autorité de jugement. C'est un magistrat du parquet, ce n'est pas un magistrat du siège. Et à partir de ce moment, il ne reste qu'un qui peut juger. C'est le premier président de la Cour de cassation. Or, il ne peut pas juger seul parce que le jugement doit se faire en respectant le principe de collégialité. Conclusion. Qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons tous faire en sorte que, ici dans la diaspora, vous alliez partout porter le message des Gabonaises et des Gabonais, le message du peuple gabonais. Et j'ai résumé le message qu'il faut dire aux Européens. Aux Américains, on leur dit le message qui est propre aux Américains. Pays de liberté. En respectant les lois et règlements des différents pays dans lesquels nous agissons. Il faut le faire conformément à la loi. D'autres disent oui, mais nous on veut recourir à la force en allant faire la guerre au Gabon. Si nous commençons par des actions violentes, malheureusement, la légitimité de la lutte va être érodée. Et puis les conséquences collatérales. Et ensuite les séquelles. Après une guerre civile, pour réconcilier, c'est quasiment impossible. Et les pays qui ont connu les guerres civiles, la réconciliation
10 ans, 15, 20 ans après, n'a pas toujours été obtenu. Et c'est pour cela qu'il y a des actions non violentes qu'il faut mener. Par protestation, la désobéissance. Si un tyran, plus personne n'obéit, il n'est plus tyran. Notez une seule chose, c'est le cardinal Mazarin qui avait conseillé à tous les tyrans du monde. Quand j'entends les Gabonais dire, mais à chaque fois que les gens essaient de manifester, on tire dessus. Mais parce qu'un tyran, lorsqu'il doit choisir, et je termine par là, lorsqu'il doit choisir entre être aimé et être craint, le cardinal Mazarin a dit qu'à défaut d'être aimé et d'être craint, il vaut mieux être craint sans être aimé que d'être aimé sans être craint. Fin des citations et je vous remercie.